camerounaise pour pouvoir gérer son arrivée au Cameroun. Oui. Vous voyez un peu, c'est les risques que ces garçons prennent. Mais je dis bien que le président napolitain a été maladroit, et c'est une maladresse qui a été faite à dessein. Hein? Il faut qu'on retienne cela. On retient que c'est le businessman qui parle, hein? Mais on retient également que cette maladresse a été faite à dessein. Oui. Ça montre également qu'il n'y a pas de respect pour le joueur africain. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Il n'y a donc pas de respect pour les joueurs africains, pourtant qui donnent énormément sur le continent européen. Ce club de Naples, aujourd'hui, abrite un contingent de joueurs africains. On a parlé de Kalidou Koulibaly, qui est d'ailleurs l'ancien sociétaire du club de Naples, mais actuellement, il y en a pas mal. De ce côté, on parle de Franck Zamboanguissa, le Camerounais, du Nigérian Victor Osimhen. Il y a également l'Algérien Adam Ounas, qui est également présent. On comprend donc. C'était quand même légitime. D'un côté, malgré le fait qu'on puisse tirer sur le président de Naples, on a quand même senti ce Napoli-là diminuer à cause de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il avait perdu pratiquement ses éléments. C'est la colonne vertébrale. En défense, Kalidou n'était plus là. Au milieu de terrain, Franck Zamboanguissa n'était plus là et Victor Osimhen était pressenti pour disputer la CAN avec le Nigeria. Donc, il y a une colonne vertébrale qui s'est fissurée à un moment donné au niveau de la défense et au niveau du milieu de terrain. Je pense que c'est au-delà des intérêts du président napolitain. Oui. Je pense que c'est un faux débat. Je pense que c'est un faux débat. Pourquoi? Si vous regardez la structuration des clubs, des grands clubs européens aujourd'hui, tous ces grands clubs ont des effectifs conséquents pour pallier à ces éventualités. On peut avoir un effectif conséquent, avoir le même rendement, le même remplaçant. Si Kalidou s'en va, qui pour remplacer Kalidou? Peut-être pas le même rendement, peut-être pas le même rendement, mais on se rend compte que dans les grands clubs européens, lorsque les grands joueurs, les joueurs sur lesquels le club compte le plus souvent ne sont pas là, il y a un ou deux éléments qui vont exploser. Donc l'absence peut-être de un ou deux permet souvent à certains d'exploser. Vous voyez? Donc je crois quand vous regardez la structure de ces clubs-là, ces clubs ont des solutions pour pallier à ces éventualités. Et en même temps, la CAN, elle se joue tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Vous n'allez pas me dire que vous allez prendre un joueur qui a une forte valeur marchande ou bien un joueur qui a un fort potentiel. Vous ne le prenez pas parce que il va aller à la CAN dans chaque 2 ans et dans une compétition qui va durer 3 semaines. 3 semaines, ça fait à peine 4 matchs manqués en club. Bien évidemment. Prenons le cas de Liverpool. Liverpool, en fin de saison, a joué sur tous les tableaux. On sait tous que dans la saison en Europe, la deuxième moitié de saison, c'est la période la plus déterminante de ce club. Voilà. Liverpool a eu Sadio Mané, Mohamed Salah qui sont allés jusqu'en finale. C'est-à-dire les gars ont perdu au minimum 1 mois. Oui. 1 mois. Mais ça n'a pas empêché. Voilà, Naby Keita qui était avec la Guinée, mais ça n'a pas empêché que Liverpool soit présent dans les 4. Soit présent la Ligue des Champions. Voilà, soit présent sur les 4 tableaux. Oui. Elle a gagné 2 titres. Oui. Elle a été à moins 1 point de gagner la première ligue, a fait la finale de la Ligue des Champions. Ça veut dire que leur absence n'a pas forcément pesé. Parce que les clubs anticipent aujourd'hui. Quand je prends un joueur africain, j'anticipe. Je prends un joueur africain, je sais que cette année, ça sera une année CAN. J'aime mon joueur africain. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un autre gars que je peux mettre à côté qui puisse pallier à l'absence de ce joueur africain pendant une certaine période. Ce n'est pas 3 mois de compétition, c'est 3 semaines. Vous voyez, on constate également que les clubs mettent à disposition des sélections leurs joueurs à moins. Les stars, généralement, à moins 3 jours, à moins 1 semaine de la compétition. Donc je pense que pour ma part, dire qu'on ne va pas faire son club avec des joueurs africains, ce ne sont pas les joueurs africains qui vont forcément perdre. Ce ne sont pas les joueurs africains qui vont perdre. La CAN également, n'oublions pas que la CAN est une vitrine. Et dans la vitrine, quand on dit vitrine, il y a les acheteurs qui viennent. Et dans la vitrine, les acheteurs ne prennent que les meilleurs joyaux. Donc, un joueur qui va aller à la CAN, qui va faire une belle CAN, il va exploser, ça sera tout bénéfique pour le club. Mais après tout, Patrick, Aurelio De Laurentiis, il est libre. Il est libre de prendre qui il veut dans son équipe. Là, clairement, nous sommes tous d'accord. Ah oui, c'est son entreprise. Il est libre quand même de prendre qui il veut dans son équipe. Il est libre de se passer des joueurs africains. Ah oui, bien sûr. Il y a eu des époques où Naples n'avait pas de joueurs africains. Et ils avaient les statistiques qu'ils avaient. Bon, s'il peut supporter les conséquences de ne pas avoir les africains,
Tant mieux. En tout cas, est-ce que la problématique ne se pose pas ailleurs? On va prendre cette première réaction. Il s'agit de Lance Gaivogui, notre confrère journaliste de sport, qui réagit en direct de Conakry. Il revient également sur cette sortie d'Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, qui a fortement remis en cause les joueurs africains qui, très généralement, sont engagés dans l'une des compétitions majeures du continent. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. On prend cette réaction de Lance Gaivogui, on se retrouve juste après. Le président de Napoli, et c'est vrai, c'est une actualité que chacun de nous a suivi et qu'on a avec intérêt, finalement, qui a d'ailleurs choqué la plupart des footballeurs africains. Et donc voilà, mais en réalité, Laurentiis n'a fait qu'extérioriser ce qu'il a depuis très longtemps. Parce que vous le savez, il était confronté à cette situation avec Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen. Finalement, Kalidou Koulibaly a rejoint l'équipe nationale. Donc, voilà, il n'a fait qu'extérioriser ce qu'il a au fond de lui et ce que beaucoup d'Européens estiment d'ailleurs au niveau des footballeurs africains. Je crois que ça, c'est partie de notre faute, non seulement parce que l'ancienne équipe de la Confédération africaine de football a non seulement accepté ce deal-là, et voilà, donc jusque-là, elle continue à accepter. Mais il faut qu'on fasse respecter. C'est ça aussi, moi, tout ce que je dis, ce bémol-là, c'est à nous, les Africains, de se faire respecter. Voilà. Quand il y a la compétition au niveau de l'Asie, les joueurs asiatiques se déplacent pour aller jouer là-bas, et ça se joue à partir de janvier. Oui, on le sait très bien. Mais là, ça ne pose pas problème. Et pourquoi au niveau de l'Afrique ça pose problème? Donc moi je pense qu'il est temps qu'on soit responsable et ça doit interpeller les dirigeants africains. Mais malheureusement, aucun dirigeant n'a essayé de répondre à Laurentiis. Tout simplement, chacun a essayé de garder son silence là. Et là, ça fait que perdurer. Et pourtant, il fallait le répondre. Et ça fait très mal. Notre souveraineté avant tout. La CAN est une valeur africaine. Donc on le maintient à cette là. C'est pourquoi moi, je suis toujours dans cette logique-là. Il faut maintenir la CAN au mois de janvier. Qu'il plaise ou qu'il laisse, 3 semaines, un mois de compétition ne gâte à rien dans un salaire d'un footballeur. Voilà ce que j'estime par rapport à cette situation. La colère de notre ami Lance Gaivogui qui réagissait en direct de Conakry en Guinée. Les Africains se sont eux-mêmes donné le bâton, ou du moins ils ont donné le bâton pour se faire battre. Parce que clairement, il y a ce silence observé jusqu'à présent par la Confédération africaine de football. Aucune sortie pour ne serait-ce qu'essayer de recadrer notre ami De Laurentiis sur ses propos quand même qui ne tentent pas à valoriser l'image du footballeur africain. Patrick. Oui, il y a un silence de la CAF. Mais je crois que pour le moment, on ne peut pas faire un procès. Hein. Il faut attendre. Parce qu'il faut savoir également comment réagir. Il ne faudrait pas réagir à la volée comme ça et dire n'importe quoi. Mais je crois bien que il est temps de sonner la fin de la récréation. Et je crois que déjà le joueur Koulibaly, ex-capitaine de Naples, a joué de son aura, vraiment de son aura pour quitter Naples. Ça veut dire que quand il est parti en compétition à la CAN au Cameroun, c'était pour dire la CAN, c'est notre Coupe du Monde en Afrique. J'y vais. Et il faudrait que ce genre de joueurs se multiplient en termes de comportement. Ça me pousse à dire, Joël Matip, qui a connu la visite de la légende Roger Mila, Samuel Topis Ricoberson, mon frère, il faut venir au pays. Je crois qu'à travers ce geste fort-là, ce serait également une action de marquer comment dire ça, la dignité africaine. Il ne faudrait pas qu'on se laisse marginaliser. C'est encore une autre colonisation. Il ne faudrait pas qu'on revienne dans des trucs d'antan qui vont nous chosifier, nous singériser ces petits thèmes-là. Tout à l'heure, on reviendra sur les réactions de FIFPro, qui est un syndicat, FIFPro Africa, qui est un syndicat des footballeurs africains. On reviendra sur la réaction de Kalidou Koulibaly, mais également sur celle du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui a réagi. Une réaction un peu drôle, vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure. Mais bien avant, est-ce qu'aujourd'hui le problème ne se pose pas ailleurs, celui de la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations en question? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui on a l'impression
que c'est le nouveau format qui pose problème. On a une Coupe d'Afrique des Nations qui est censée se disputer entre les mois de juin et juillet, mais à cause de certaines contraintes météorologiques dans certains pays, on la ramène en janvier et du coup, ça suscite la colère, ou du moins le courroux de ces dirigeants des clubs européens. Est-ce que ce n'est pas la périodicité qui, à chaque fois, change, qui pose problème aujourd'hui? Oui, il faut noter que c'est une vieille bataille, en fait. C'est une vieille bataille, puisque les clubs européens, surtout l'UEFA, en fait, a toujours souhaité que la compétition, notre CAN, se change d'abord déjà de périodicité, qu'on passe de 2 à 4 ans, qu'on doit se jouer tous les 4 ans, ce qui avait été un refus total de l'ancienne instance de la CAF à la personne de M. Issa Hayatou, Issa Hayatou qui était intransigeant vis-à-vis de cette rénovation. Et en plus de cela, la période de la CAN qui se jouait en janvier, toujours l'UEFA a toujours souhaité que cette compétition passe en juin-juillet. Mais on doit noter que en juin-juillet, c'est la meilleure période chez les Européens. C'est la période où ils vont en vacances, c'est la période où ils sont libres, c'est la période où il fait beau temps. En fait, c'est la période où les familles vont en vacances, vont dans les stades et comme ça. Donc, c'est leur période de face. C'est la meilleure période, c'est là où ils organisent leur compétition. Pourquoi est-ce que nous devons organiser nos compétitions en cette période qui n'est pas propice, qui n'est pas... Surtout qu'en termes de droits télé, leurs compétitions parfois ravissent la vedette à la Coupe d'Afrique des Nations durant cette période-là. Voilà un autre élément. Oui. Donc, en juin-juillet, là je suis arrivé dans votre studio. S'il y a l'Euro par exemple à la même période. Il pleuvait sur moi. Est-ce que quand il pleut, lorsqu'il pleut, je vais prendre ma fille ou mon fils, je vais les amener au stade? Jamais. Donc, notre meilleure période, c'est janvier-février. Donc, ça doit être clair et net. Les dirigeants de la CAF doivent être intransigeants sur cet aspect. Donc, vous voyez que l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, quoi qu'on dise, c'était un homme de poigne. C'est un homme de poigne. Puisqu'il n'y a jamais eu de débat par rapport... On a apporté le débat, il a balancé du revers de la main. Il n'y a jamais eu un débat dessus. Mais depuis que Ahmad avait pris la CAF, le format de la compétition a changé. Oui, il a changé le format de la compétition. Il a commencé à faire du copinage avec... les compétitions européennes et autres. Avec la FIFA. Oui, il a commencé à faire du copinage avec la FIFA. D'où on a eu on se retrouve dans ce bourbier. On a eu des cannes qu'on a attribuées pour le mois de juin-juillet. Demain, on revient dans un pays où il pleut en juin-juillet. On revient en janvier-février. Il faut qu'on soit clair. Ça veut dire quoi? La meilleure période, les gars? Janvier-février. Janvier-février. Il n'y a rien à faire. Janvier-février pour toi, Achille. Patrick? Exactement comme Achille. Janvier-février. Ça veut dire que l'équipe, l'ancien exécutif de la Confédération africaine de football, s'est purement bourré en voulant changer la périodicité de la CAN. En voulant faire plaisir. En voulant peut-être, si on emprunte les propos utilisés par Achille. C'est le thème qu'il faut employer même. En voulant faire plaisir à la FIFA, au président des clubs européens et autres. Parce qu'à une époque, je me souviens, sous l'ère Ahmad, même le nombre d'années, on devait changer. La CAN ne devait plus se disputer tous les 2 ans, mais 4 ans. 4 ans. Oui. C'est-à-dire que le format de la Coupe du Monde devait être adapté à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est une aberration, clairement. Affirmatif. C'est nous ridiculiser. C'est nous montrer à quel point nous n'avons pas de charisme. Oui. Je crois que il faut dire stop à tout ça. Stop à tout ça parce que ça... En juin, tu ne peux pas aller dans un stade, ni en juillet, ni en août. Janvier-février, c'est les périodes indiquées. Il fait soleil tendrement et tu peux amener facilement les enfants ou bien tu peux aller avec madame et les frères et tout ça. Mais si on veut faire juin, juillet, là, vraiment, les conditions météorologiques ne sont toujours pas remplies. Ouais, les conditions météorologiques ne sont toujours pas remplies. La preuve, on l'a eu du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a subi quoi? Un glissement de date, une compétition qui se tiendra désormais en janvier 2024. La preuve que ce mois-là, du moins ces mois-là, juin et juillet, forcément ne font pas l'affaire. Prenons cette deuxième
réaction peut-être avant de prendre la réaction de Martin Kabebim, celle d'abord de FIFPro Africa, un syndicat des joueurs qui a également réagi. L'arrogance et le mépris d'Aurelio De Laurentiis se doublent d'un manque de courage. Plutôt que de s'attaquer aux joueurs africains, pourquoi ne pas s'adresser et critiquer directement ceux qui bâtissent le calendrier sans tenir compte des premiers acteurs qui sont notamment les footballeurs. Ça, c'est la réaction de FIFPro Africa, qui est bien sûr un syndicat de joueurs de football. Ça, c'est la réaction de Kalidou Koulibaly. On ne peut pas parler des équipes africaines comme cela. Kalidou Koulibaly, c'est bien sûr lui qui a remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Il a également réagi. Il dit: le plus important est de toujours respecter tout le monde. J'ai gagné la CAN alors que je jouais à Naples. C'est vrai que c'était compliqué pour eux quand je n'étais pas là, mais on a gagné et j'en suis très heureux. Il faut donc respecter les équipes nationales. On ne peut pas parler des équipes africaines comme cela, a donc clamé le défenseur de Chelsea. Clairement, la réaction du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, elle est drôle cette petite réaction. Je vais bien sûr la retrouver rapidement. Alors voici ce que dit monsieur Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Ce monsieur, soit il n'est pas intelligent, soit il est raciste. Je préfère retenir la première hypothèse, c'est-à-dire le manque d'intelligence, parce que clairement, s'il est raciste, ça crée la confusion plus tard. Donc voilà en quelque sorte les réactions qui fusent de tous les côtés. On va prendre une autre, celle de Martin Kabebim. Il est journaliste de sport également, en service du côté du Cameroun. Il a également tenu à apporter son point de vue sur cette question-là. Le président de Naples est fausse à la base. Il appelle quoi joueur africain? Parce qu'en réalité, Mbappé est un joueur africain. N'Golo Kanté est un joueur africain. Et ce qu'il doit poser comme problème, c'est des joueurs qui disputent la CAN. Et ils ne sont pas tous africains. On dit dès lors, il joue pour l'Algérie, mais il est français. Il y a beaucoup de joueurs français qui jouent la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en réalité, le mot africain est une ségrégation pure. Il doit l'enlever de son vocabulaire. Par contre, il a le droit de poser le problème du calendrier de la CAN qui perturbe la stabilité des équipes professionnelles. Comme Naples, il a le droit de le faire. Mais quand il dit « je ne recrute pas des footballeurs africains à Naples », il est clairement en train de faire une ségrégation qui n'a plus de limite. Il veut dire que Mbappé ne va pas jouer à Naples s'il a la possibilité de le recruter. Il veut dire que Pogba ne va pas jouer s'il a la possibilité de le recruter. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un faux problème. On ne définit pas l'identité d'un footballeur par son origine. On définit l'identité d'un footballeur par l'utilisation. Parce que dans le même temps, il y a des footballeurs africains qui ne jouent pas la CAN. C'est-à-dire qu'il peut utiliser Matip pour son équipe. Matip ne joue plus avec le Cameroun. Donc il ne peut pas poser le problème en termes de footballeur africain. Il doit poser le problème en termes de calendrier. Il aurait pu dire des joueurs qualifiés pour la CAN me posent un problème. Mais quand il utilise le terme générique africain, c'est très dangereux. Et c'est là que commence la ségrégation. Et puis je me rappelle d'une interview, un documentaire que Dacour avait fait où Samuel Eto'o disait: lorsqu'il y a des cris de singe au stade, il y a toujours un Africain qui vient te dire: ah ouais, mais ça peut passer. Mais non, il ne faut pas laisser passer des termes comme ça. Parce qu'on ne joue pas avec certains termes qui ont une connotation un peu raciste. C'est de ça qu'il est question. Mais un homme d'affaires a clairement le droit d'utiliser le joueur qu'il veut, faire de son équipe de ce qu'il veut. Mais lorsqu'il définit un critère sur l'appartenance ou sur l'origine, il n'est plus dans le normal, il est dans quelque chose de clivant qu'il faut dénoncer. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer ce qui s'est passé avec le président de Naples. Il faut clairement dénoncer ce qui s'est passé avec le président de Naples, monsieur Aurelio De Laurentiis. Je ne sais pas s'il mérite qu'on mette monsieur devant lui, mais clairement, au regard des propos qu'il a tenus, il faut le dire clairement, il s'est complètement loupé. Achille, je pense qu'on en parlait même dans les coulisses. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, ça passe par ces joueurs africains eux-mêmes qui doivent monter au créneau pour dénoncer ce genre d'action. Et les simples publications sur les réseaux sociaux ne suffisent pas. Il faut des actions concrètes pour amener, peut-être amener à changer ces attitudes-là.
Bien sûr, il faut des réactions vraiment concrètes. On ne va plus se limiter à faire des stories sur Instagram, à faire circuler, parce que c'est ce qu'on observe partout. À faire circuler des messages ou bien à avoir des banderoles, je ne sais pas trop. Déjà, il faudrait que ça commence déjà par les dirigeants africains. Les dirigeants africains, parce que c'est incompréhensible qu'il y ait eu une telle réaction. En fait, il y a eu un tel écart de langage et que jusqu'à présent, la Confédération africaine n'est pas monté au créneau pour défendre ses joueurs. C'est incompréhensible. Je ne peux pas imaginer un tel acte du côté de l'UEFA, et l'UEFA reste tranquille. Ouais. Donc ça commence déjà par là. Il faudrait que les dirigeants protègent leurs joueurs. Et maintenant, aux joueurs aussi de montrer de la personnalité. De montrer de la personnalité. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le football européen ne peut pas se faire sans les joueurs africains. Quoi qu'on dise, les joueurs africains ont un grand rôle à jouer dans des grands clubs, les clubs majeurs. Donc on ne peut pas se passer des joueurs africains. Il faut faire quelque chose. Ils doivent faire quoi concrètement? Ils doivent boycotter les matchs, ils doivent, je ne sais pas trop, boycotter les compétitions. Déjà dans les accords, dans les contrats, dans un contrat on peut mettre le taux. Déjà dans les contrats, les joueurs africains doivent savoir que quand je signe mon contrat, si mon pays, surtout si tu as un Ivoirien, un Camerounais, un Nigérian, tu sais que d'office, tu as 98% de chances que ton pays soit à la CAN. Donc déjà, en signant ton contrat, tu dois dire au président que le président doit savoir que lorsque la CAN arrive, il doit te libérer. Il ne doit même pas avoir un débat dessus. Il doit pas avoir un débat dessus. Quand on te libère, on va te libérer, on va pas le libérer, on va faire, ça devient du ping-pong. Non. Mon contrat, il est clair. Monsieur le Président, moi, Achid Sak, pour que je joue avec vous, il faudrait que dans 2 ans, il y a la CAN. Il ne doit pas avoir un débat sur ma participation, ma non-participation à la CAN. Déjà, ça passe par là. Et ce sont des actions fortes parfois. C'est-à-dire, avant même de signer ton contrat, bien sûr, les bases. Quitte à toi de dire que, ok, moi, je ne veux pas jouer avec toi, je ne vais pas faire avec toi. Si je suis talentueux, j'ai un autre club qui sera à côté qui va me prendre. Donc ça commence déjà par là. Les joueurs doivent être conscients. Les joueurs doivent avoir de la personnalité. Les dirigeants africains doivent protéger leurs joueurs. Les dirigeants africains doivent protéger les joueurs. Maintenant, ça ne doit pas seulement se limiter aux joueurs qui jouent la CAN. On a des porte-étendards aujourd'hui. On a des joueurs qui sont d'origine africaine. Oui. Même malgré le fait qu'ils jouent pour des nations européennes, ils sont quand même des Africains. Donc ils doivent se sentir aussi concernés. Ils doivent suivre la tendance, ils doivent se sentir concernés, ils doivent accompagner leurs frères. Donc je crois que ces éléments peuvent apporter, en fait, de faire bouger les choses, clairement, aujourd'hui, pour qu'on sorte de cet engrenage-là. Un mot sur la question, Patrick. Il faut réellement ces actions concrètes aujourd'hui sur le terrain. Mais une fois que c'est posé, il y en a toujours qui font face à ce chantage-là. C'est-à-dire, quand vous signez un contrat, il y a quand même ces présidents de clubs qui vous disent, messieurs, vous devez renoncer à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il se base sur le contrat qu'il est en train de proposer. Imaginez un joueur à qui on propose un contrat juté de 30 millions d'euros net par an, en lui disant de ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça sera évident pour lui de renoncer à ce montant-là pour rejoindre sa sélection? Il peut le faire. Je crois même que Koulibaly qui est à Chelsea actuellement, je crois que son nouveau contrat, je vais indiquer cela, le contrat qui va pas à la CAN, qui ne doit aucunement être empêché par son club employeur d'aller répondre à une convocation nationale. Et je crois que les gens doivent suivre le pas. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Joël Matip. Il doit venir au Cameroun pour aller en Coupe du Monde. Il doit déjà, pour marquer un acte fort par rapport à ces sorties de président napolitain, il faudrait que la prochaine convocation sur les Lions, par exemple, ou bien avant, il fasse comme Bemola, je rejoins l'équipe nationale du Cameroun. Ce serait également un acte fort pour montrer que on a ras-le-bol de ce genre de sortie comme celle du président napolitain. Et parlant également de footballeurs, il faudrait également que toutes les fédérations africaines déjà se réunissent, fassent un conclave, fassent une pétition à leur confédération mère qui est la CAF. Et la CAF qui prendra le relais pour remonter à la FIFA. Je crois que si on va de manière échelonnée comme ça, cela peut avoir un impact fort. Mais que déjà personnellement,
comme M. Senghor du Sénégal. Oui, il faudrait que Samuel Eto'o, lui également, avec regarde son aura, son charisme, il puisse faire le relais. Les Jérémy Didab qui gèrent la FIFA en Afrique doivent le faire. Ils doivent inciter, ils doivent même faire même des voyages, partir vers ces cadors-là. Parce que, bon, on peut dire qu'un joueur africain peut-être qui n'a pas encore une renommée peut un peu être effrayé parce qu'il a de l'argent, voit un peu. Même au niveau des agents de joueurs, des managers, un joueur africain qui est managé par tel manager européen, il doit dire. Il peut se servir de ça pour influencer. Évidemment. Ça veut donc dire que les Keita qui sont à Liverpool, les Mané qui sont à Bayern, ils doivent sortir déjà. Pour dire non. Je dis bien que le prochain acte qui me plaira par rapport à ce nom-là, ce serait que Joël Matip disait que je rejoins l'équipe nationale du Cameroun. Ce serait un acte fort. Parce qu'on pensait que Joël Matip est retenu par son club. Le club aujourd'hui, Liverpool qui maintient, qui oblige Matip à participer à la. Je dis bien, Monsieur Baudelaire, on ne peut pas vous approcher. Un Samuel Eto'o ne peut pas vous approcher pour parler, pour venir au pays. Un Rigobert, son charisme, arrive chez vous à Liverpool. Un Roger Mille arrive chez vous à Liverpool. Vous lui dites que non, le pays a payé. Non, ça n'a rien qui arrive voir. Donnez-vous la personnalité, comme on dit tout à l'heure, Achille. Venez pour représenter votre pays. Vous vous rappelez l'époque des frères Boitin? Oui, des Ghanéens. Des Ghanéens. Qu'est-ce que Kevin Prince a eu à faire? Boitin qui... Il a dit aucunement. Si le Ghana m'appelle, je pars. Je pars. Il a vécu une très belle compétition en 2010 avec le Ghana, quart de finaliste. Évidemment. Bon, moi je dis bien que ce qui va me plaire dans ces jours à venir ici, c'est que notre frère de Liverpool dise que je rejoins Daniel. Et pour que ça synchronise avec l'appel de chacun n'est pas garanti. Personne n'a sa place à assurer pour le mondial. Un dernier mot peut-être sur la problématique avant de passer sur la deuxième thématique. On retient quoi? Qu'il faut se lever aujourd'hui. Il faut dénoncer ce genre d'attitude. Il ne faut pas laisser cela impuni. Monsieur Aurelio De Laurentiis, je ne sais pas trop si je dois dire qu'il ne doit pas s'en sortir de cette façon, mais clairement, on ne doit pas laisser cela passer. Oui, ça ne doit pas se laisser passer. Il ne faut pas réagir de manière saccadée comme on a l'habitude de faire. Donc il faut aller en bloc. Il faut faire bloc. Il faut que tous les acteurs du football africain, et tous ceux qui sont africains, qui se sentent africains, même malgré le fait qu'ils jouent pour d'autres sélections, puissent faire un bloc. Là, je crois qu'on va sortir peut-être de cette auberge un jour. On va certainement en sortir un jour. Il y en a sur le terrain qui mènent déjà ce combat-là. On pense bien sûr à Olivier Dacour avec ce magnifique documentaire que vous avez certainement suivi. Je ne suis pas un singe, un documentaire dans lequel plusieurs footballeurs ont réagi. Samuel Eto'o, pas mal de joueurs ont réagi pour dénoncer ces attitudes-là. Donc clairement aujourd'hui il faut agir car l'urgence est là. On prend une petite transition pour juste derrière aborder la deuxième thématique de cet après-midi. Il s'agit du conflit ouvert aujourd'hui entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier français. Le coq sportif, le torchon brûle entre ces deux structures-là. On ne s'entend pas. Une histoire de contrat serait donc à l'origine de cet imbroglio. La partie camerounaise se défend comme elle peut. La partie française menace de porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Que s'est-il réellement passé? Afin d'y voir un peu plus clair, on a contacté bien sûr un proche de la Fédération camerounaise de football qui a réagi. On va peut-être pas révéler son identité, oui, parce que ça doit rester secret, c'est une source d'information. Mais selon les informations bien sûr recueillies auprès de ce proche de la Fédération camerounaise de football, il nous dit ceci: la FECAFOOT actuelle n'a rien à craindre de ce procès donc du corps sportif. Au contraire, ce dernier va permettre de mettre à nu l'incurie et la mafia autour
du contrat signé entre l'ancien exécutif de la Fédération camerounaise de football et l'équipementier français, le Coq Sportif. Le partenariat FECAFOOT Coq Sportif est une histoire rocambolesque que les responsables de la Fédération camerounaise de football ne veulent pas ébruiter pour le moment. C'est une mafia qu'on demande à l'équipe de Samuel Eto'o de couvrir, mieux d'accepter en silence. FECAFOOT versus Seydou Mbombo Njoya a signé avec le Coq Sportif un contrat de la fourniture des équipements aux différentes catégories des équipes de football du Cameroun et d'un financement annuel qui s'élèverait à 250 millions de francs CFA. Lorsque la nouvelle équipe est arrivée aux affaires, on parle bien sûr de l'exécutif de Samuel Eto'o, il n'y a pas de trace du contrat signé précédemment avec l'ancien exécutif. La FECAFOOT a d'ailleurs demandé au Coq Sportif de lui communiquer une copie refus sec, au motif que l'actuel président de la FECAFOOT n'est pas le signataire du dit contrat. Donc, M. Samuel Eto'o n'a donc pas le droit d'obtenir la copie du contrat signé en 2019 entre l'équipementier français, le Coq Sportif et l'exécutif en place à l'époque, chapeauté par Seydou Mbombo Njoya. Une histoire de contrat serait donc clairement aujourd'hui à l'origine de cet imbroglio-là. Et comment comprendre que le nouvel exécutif arrive, mon cher Achille, et vous demande le contrat que vous avez passé avec l'ancien exécutif et que vous lui disiez non, on ne vous remet pas parce que vous n'êtes pas le signataire de ce contrat-là. C'est quand même une maladresse de l'entreprise française. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a un accord et que les termes ne sont pas respectés, on doit rompre cet accord. Oui. Maintenant, lorsque j'écoute ce que vous avez là tout à l'heure, oui, je comprends clairement le procédé de la FECAFOOT parce que j'avais peur que ça puisse être une rupture de contrat, une rupture de contrat de manière abusive. Oui. Donc j'avais vraiment peur. Mais quand j'écoute ce que vous avez lu là, vraiment ça me rassure. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce que lorsque la FECAFOOT signe un contrat avec un partenaire, oui, d'accord, c'est la personne morale qui signe le partenariat. Ce n'est pas une personne physique en particulier, c'est le président de la FECAFOOT qui signe le contrat. Donc, si M. Seydou n'est plus le président de la FECAFOOT et que c'est M. Samuel Eto'o qui est le président de la FECAFOOT, c'est normal qu'il ait le contrat devant lui. Je suis même à Bassoudi de comprendre que le contrat a été... On a refusé qu'il voie le contrat. Lui, en tant que président de la FECAFOOT, vous avez un partenariat avec la FECAFOOT, oui, et vous ne pouvez pas lui donner le contrat, il ne connaît pas les termes du contrat. Ouais. On vous demande de donner le contrat, vous faites un refus. On demande à Eto'o d'assumer un contrat dont il ne connaît rien des clauses, il n'était pas là à la signature, mais on lui demande quand même de faire avec parce que voilà, il a trouvé le contrat et l'ancien signataire s'était déjà engagé dans un certain nombre de choses. C'est quand même incompréhensible. Très incompréhensible. On ne sait pas sur quel pied danser et ça on comprend vraiment que à la FECAFOOT, avant M. Eto'o, c'était vraiment de l'amateurisme total, c'était du ping-pong qui s'est passé là-bas. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre un équipementier, tu es partenaire de la fédération camerounaise, tu caches le contrat. Ça, c'est incompréhensible. Surtout même à l'époque, Patrick, sans vouloir te couper, à l'époque, pour nous qui sommes journalistes, on avait essayé d'avoir le contrat en question, rien n'avait filtré et on avait dénoncé cette attitude-là de l'entreprise française de ne pas vouloir divulguer le contenu de ce contrat. Donc, forcément, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, il fallait s'attendre à cette réaction de l'exécutif de la FECAFOOT, c'est-à-dire rompre simplement un contrat dont on ne connaît rien, on ne maîtrise même pas les clauses. Ah oui, Baudelaire, merci pour cette question-là. Il faut dire déjà que c'est un aspect juridique, oui, qui n'est peut-être même pas compliqué, mais que les gens veulent compliquer. Le message que tu as eu d'ailleurs là montre à suffisance qu'il y a du flou dans cela. Et je crois bien que en matière administrative, ce qu'on appelle le suivi administratif. Parce que lorsque c'est une personne morale, de manière juridique, ce n'est pas une personne physique qui gère la FECAFOOT. Ça veut dire que ce que Seydou Mbombo Njoya a eu à signer, oui, il a fait au nom de la FECAFOOT. Il a fait au nom de la FECAFOOT. Et Samuel qui est là actuellement, il le lit. S'il voit que ça peut marcher, il continue. S'il ne voit pas marcher, il rompt. Parce qu'il le fait également au nom de la FECAFOOT. Dès lors maintenant qu'il y a des cachotteries,
ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire que le message que tu as eu à lire a matière d'être. Et d'après également quelques indications que j'ai eu à voir, c'est que le licenciement de Bichato est également lié à cette affaire. Parce que d'après ce que j'ai suivi, c'est que il se pourrait qu'il était un ancien exécutif. Oui, c'est lui qui avait été mis en place par l'ancien exécutif. Et les informations actuelles de la FECAFOOT étaient transférées par Bichato à l'ancien exécutif. Et lorsque Samuel a eu à prendre ça, c'est ce que j'ai eu à lire. Ça, ce sont des informations quand même. Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai eu à lire et à lire cela. Et je crois qu'il faut que toi également, je te penches là-dessus. Oui, bien sûr. Que Samuel a eu cette information-là, que certaines informations actuelles de la FECAFOOT étaient transférées par ce dernier à l'ancien exécutif, de son éviction de son poste. On va investiguer dans ce sens-là, rien d'officiel encore. On le rappelle une fois de plus. Et il faut dire que par rapport aux 250 millions qui étaient signés, l'équipementier ne versait pas 250 millions, c'est plutôt 100 millions. 100 millions. Et c'est une grosse perte. Parce qu'à l'époque, quand tu vois le contrat signalé pour moi verser 2 milliards. Non, 1 milliard 300. Plus d'1 milliard de francs. 1 milliard 300. Disons, laisser 1 milliard 300. Regardez un peu le fossé. Et 1 milliard 300, donc vous avez de dire, et c'était les bonus, parce qu'il y avait 600 millions qui étaient donnés. Comme ça, comme accompagnement. Si vous allez vérifier cette information-là. Non, en fait pour moi verser 1 million 300. 1 milliard. Comme 1 milliard 300. Comme le partenariat par an. Maintenant, lorsque l'équipe du Cameroun a commencé à avoir des performances en deçà de leur attente, ils ont proposé de réduire ce montant à 600 millions. 600 millions que l'ancien exécutif avait refusé, et selon ses penchés, on s'est retrouvé avec... C'est quand même incroyable. Vous refusez un contrat de 600 millions pour aller prendre un contrat de 250 millions. Mais comment expliquer ça? C'est faux, c'est inconcevable. Mais qu'est-ce que tu veux? Regarde, on te fait comprendre que les gens ont signé, que Sportif a signé avec l'exécutif de 250 millions. Ils signent. On te fait comprendre qu'actuellement, il n'y a pas de contrat visible par l'exécutif actuel. Ça veut dire que les gars se sucraient derrière ces choses. Et peut-être au temps de Puma, il n'y a pas moyen de se sucrer là-dessus. C'est de gré à gré. Et c'est de gré à gré. Ça veut dire que les thèmes du contrat étaient connus. Pour ce qui est de Puma. Il y avait la transparence. Est-ce que c'est de ça qu'ils ont peur aujourd'hui? Les gens se sucraient sur ce contrat du corps sportif. C'est pourquoi même le corps sportif a du mal à pouvoir fournir la copie du dit contrat à l'exécutif actuel. De quoi ont-ils peur réellement? On comprend clairement pourquoi M. Samuel Eto'o a été combattu pour prendre les rênes de la FECAFOOT. On comprend que ceux qui tenaient les ficelles n'étaient pas prêts à avoir Samuel Eto'o, ou bien avoir quelqu'un qui n'était pas dans leur rouage prendre la tête de cette fédération. Donc là, on est vraiment à Bassoudji. C'est ahurissant de comprendre ce genre de truc au 21e siècle. On ne peut pas comprendre comment on peut signer, on peut avoir un accord. Je suis le président de la FECAFOOT, je n'ai pas de contrat, je ne connais pas sur quel pied danser, je ne sais pas comment, je ne sais pas où on va. C'est tout à fait normal qu'on rompe le contrat. Mais maintenant, je dis encore que j'avais peur du fait qu'on disait que ça soit une rupture abusive. Maintenant, compte tenu des éléments que vous avez, je reste rassuré. Oui, Patrick voulait dire un mot. Il faut également dire, il faut revenir sur l'histoire. Parce que les faits sont têtus. Bobo Ndioula qui était là auparavant était soutenu par Samuel Eto'o fils. Et lorsque il est soutenu par Samuel Eto'o fils, il y a des pactes verbaux qui sont signés entre les deux. Pour dire que durant ton mandat, tu feras telle chose. Qui ne vous dit pas par exemple que pour moi qui a été évincé n'a pas choqué Samuel Eto'o fils. D'où cette rupture avec ces deux Bobo Ndioula. Qui ne vous dit pas cela? Vous pensez qu'on se dit qu'elle est là. Regardez même sur le plan, sur le plan même standing. Représente quoi? Cette marque, cet équipementier représente quoi? Parce qu'il faut dire, lorsque par exemple, cet équipementier arrive, chacun présente sa feuille de route, son dossier technique.
il y a des, comment dire, il y a des clauses, des pourcentages hein, qui sont signés entre peut-être tu prends mon marché, c'est comme au Cameroun ici, si peut-être tu veux quelqu'un sur ton entreprise, il dit bon, tu me donnes le marché ici, je te donne peut-être 20% de cela. Vous voyez un peu. Bon, je suis en train de faire comprendre que ce que tu as eu à dire et ce que j'ai eu à dire, il faut rechercher ça. Oui. C'est un élément également pour que ce corps sportif hein, doit s'inquiéter. Et vous allez voir, cette affaire, ça ne va pas rester simplement à faire la faute. Il y aura des noms qui vont être cités. Qui a à perdre le corps qui a trop à perdre dans cette histoire. Le corps sportif. Ils sont venus au Cameroun pour se faire un nom. Pour se faire un nom. Pour se refaire un nom. Parce que nous, on s'est habitué à Puma. Oui. Et il y a même Nike qui a même voulu sponsoriser, qui a voulu habiller les Lions notables. Et rappelez-vous, ce que le monsieur dit, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, était habilité à habiller les équipes nationales. Oui. Vous savez bien que Chouta Diarra a porté une bâche. Justement, je voulais en revenir. Patrick, je te relance sur la question parce que ce que le monsieur dit par la suite est quand même assez révélateur. Il nous dit ceci. La Fédération camerounaise de football accuse entre autres son partenaire 1. Dissimulation de contrat. Refus d'honorer le versement des 250 millions de francs CFA dont tu parlais tout à l'heure. C'est d'ailleurs ce dont on parlait, c'est-à-dire on versait moins que ce qu'on avait prévu de verser au départ. 5 millions. Refus de donner les équipements aux différentes équipes, notamment l'équipe nationale de football féminin qui était engagée récemment en Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé avec des filles qui jouaient des matchs avec des t-shirts ou des shorts qu'elles étaient obligées de plier à chaque fois parce que sont des équipements qui ont été confectionnés pour d'autres catégories. C'est-à-dire qu'elles sont allées au Maroc sans les équipements. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ce sont des images choquantes. Vous voyez, Coq Sportif est un équipementier qui cherche la visibilité. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on va à une compétition comme la CAN féminine qui est regardée, qui est médiatisée. Et que Coq Sportif ne se prépare. Vous sentez qu'il y a du flou dans ce contrat. Vous comprenez que quand on va à une compétition, chaque équipementier se bouscule. Voilà, pour avoir le meilleur design possible, avoir la meilleure visibilité, avoir le meilleur branding. Je ne comprends pas comment on peut aller à une compétition comme la CAN. Vous préparez la compétition comme la CAN. Vous êtes l'équipementier d'un label. Parce que le Lion Indomptable, c'est le label. Vous êtes l'équipementier d'un label. Comme un label Lion Indomptable. Vous ne vous préparez pas, il n'y a pas d'équipement adéquat. On se retrouve avec des filles qui portent des sous-vêtements. On voit les filles qui sont obligées de plier leur short 3 fois, 4 fois avant d'attacher avec une corde pour pouvoir jouer. Donc je ne comprends même pas la politique en fait. Je ne comprends même pas la politique de Coq Sportif. Je crois que Coq Sportif gagnerait plus à rester tranquille, ne pas traîner le Cameroun à justice. Si tu peux un peu au-delà. Oui, vas-y. Ça c'est de l'amusement médiatique qu'ils veulent faire. Ils ont l'argent à dépenser. Oui. Et je crois que le silence de l'Africa Foot n'est pas un silence anodin. C'est un silence stratégique. Parce qu'il faut dire, ils ont réagi par rapport à l'équipementier. Ils ont dit dissimulation du contrat. Oui. Non-versement des 250 millions. Oui. Ça veut donc dire, Baudelaire, ce que j'ai d'équipement, voilà. Manque d'équipement de sélection. Ça veut donc dire que ce que j'ai dit tout à l'heure pourrait avoir du crédit en disant qu'il ne versait pas 250 millions, il versait plutôt 100 millions. Dit, mais ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, ça se dit que le montant au départ, quand l'Africa Foot quand le nouvel exécutif prend le pouvoir, il demande le contrat, on ne le dit pas. Maintenant, il y a un membre de l'ancien exécutif qui se retrouve dans le nouvel exécutif qui lâche la bombe en disant que les Coq Sportif devraient verser 250 millions. Oui. Or, Coq Sportif n'avait que versé 100 millions. C'est ça que je te fais comprendre que il a fait comprendre tout à l'heure que il y a du flou dans ça. Et je fais également comprendre que l'éviction de la sélection du Africa Foot de Bijato est liée à cette affaire-ci. Parce qu'il y avait un mouchard dans la maison actuelle de l'Africa Foot.
Et on s'est tous posé la question de savoir pourquoi Bill s'en allait de cette façon-là. Mais de toutes les façons, comme tu l'as dit, on va investiguer dans ce sens-là. Je dis, parce que je me rappelle plus dans c'est quelle source d'information j'ai eu, mais tu vas. Oui, on va investiguer, Pour l'heure, rien d'officiel encore. Je dis bien, les montants annoncés par Corps Sportif, c'est du bluff. C'est la raison donc pour laquelle la FECAFOOT s'appuie en disant dissimulation du contrat. Parce que si le contrat est présenté, si la copie du contrat est présentée, hein, il y aura donc matière à vérifier si effectivement l'aspect A à l'aspect Z2 est respecté. Et s'il ne montre pas, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Mais monsieur, je voudrais qu'on se prononce sur un autre fait, toujours en relation bien sûr avec ces équipements-là. Notre source nous dit, là où le film est digne d'une mafia sicilienne, c'est que le président de la Fédération camerounaise de football a écrit au coq sportif dès sa prise de fonction pour faire le point et commander les équipements de la Coupe du Monde, c'est-à-dire la compétition qui se tiendra en fin d'année du côté au Qatar. Surprise renversante, la direction du coq sportif aurait envoyé une proforma avec les prix des maillots et des shorts. La Fédération camerounaise devrait donc acheter les maillots pour habiller les Lions indomptables du Cameroun durant la Coupe d'Afrique des Nations au Qatar, la Coupe du Monde de football au Qatar. Des maillots là qui seront bien sûr estampillés corps sportif, mais la Fédé, elle, devrait verser un montant pour acheter bien sûr ces équipements là. Et voici les prix évoqués bien sûr par la source en question. On parle de 60 € pour ce qui est du short, on parle de 140 € pour les maillots en question, et on parle de 50 € l'unité pour les chaussettes. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation où vous êtes censé recevoir gratuitement les équipements de la part de votre équipementier, mais vous recevez plutôt une proforma avec les prix des équipements, de ces équipements-là. C'est-à-dire que quelque chose que vous deviez recevoir gratuitement, vous êtes obligé de l'acheter. Ça confirme donc ce que je disais. Ça confirme ce que je disais. Ce sont, comme son n'est pas sérieux. En fait, leur politique est illisible. Je ne peux pas comprendre que toi, un équipementier qui n'est pas assez connu, tu cherches le nom, tu cherches la visibilité, tu viens associer ton image à celle d'un label, d'un si grand label. Mais ce n'est pas n'importe quel label. Voilà, comme le label Lion Indomptable. Tu dis que, ok, c'est un peu ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Je vais dans un supermarché, je fais les achats à hauteur peut-être de 35 000, 40 000. À la caisse, la dame me dit, monsieur, un plastique. J'achète un plastique. Et le plastique est estampillé, le branding du supermarché. Voilà, c'est le nom du supermarché. C'est-à-dire quand je rentre au quartier. Tu fais la pub pour le supermarché en ayant acheté le plastique en question, l'emballage en question. Tonton était dans tel supermarché, tonton était là-bas, tonton était ici, il était dans tel supermarché. Donc en même temps, je fais la promotion du marché, mais j'ai payé. C'est ce que Corps Sportif a été nous demander. Faire la pub de quelqu'un d'autre. C'est ce que Corps Sportif a été nous demander. Donc on paye pour faire la promotion. En fait, vous voulez associer, vous voulez la visibilité, mais on doit payer pour qu'on vous donne encore la visibilité. Ça, c'est ce qu'on appelle le quartier de la sorcellerie. J'ai dit Baudelaire. Je ne sais même pas où on partait. Je ne sais même pas où ces gens-là partaient à l'époque. Mais je vais dire une chose, je vais te rappeler un fait. Vous savez, Samuel Eto'o, c'est une grosse entreprise. Samuel Eto'o, à lui seul, c'est une grosse entreprise. Et c'est quelqu'un qui ne joue pas avec son image. Et parlant d'image, il est aujourd'hui à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous vous rappelez l'affaire qu'il a eu ici avec une entreprise de télécommunications par la cité, où il a gagné cette entreprise là en procès, et l'entreprise a été soumise de lui verser, je crois, 2 millions. Pardon. Alors, Corps Sportif, c'est... Vous avez parti à Promote, à Yaoundé. C'est comme papa, vous avez par exemple une maman qui est pas au Bénin. Elle prend 20 pagnes. Elle vient, elle l'expose 10. Elle a 10 derrière. Elle fait la carte des petites anges à Raphaël. Elle dit, je suis Nana Ben, Subayam Selam. Je suis grossiste. Elle vend ses 10 premiers pagnes qui sont exposés. Après, les 10 derniers pagnes sont derrière. Elle vend également. Et lorsque vous venez au deuxième jour à Promote, vous devenez la maman qui était ici là, on fait comprendre que elle a voyagé. Ce sont les personnes. Ils n'ont pas de stock.
Ils n'ont pas de stock. C'est quoi? Il y a un déficit de stock actuellement. Et vous voyez. Rappelez-vous bien, les faits, je parle tout des faits. Il y a une époque ici, on a la compétition avec un sportif. Il y a d'autres sections qui ont joué pour moi. Oui. Ça fait partie des éléments qui ont poussé Samuel Eto'o à rompre le contrat. C'est la catastrophe. C'est les pleurs du mollet, comme on dit. C'est la magie. Bon, je crois qu'ils ont trouvé garçon. Oui. Et comme Samuel, comme les Ivoiriens disent souvent, Samuel voit que quand il y a en face, c'est maïs. C'est maïs. Sauf que au cachet, il y a des langues qui disent que avec la visite du président Macron qui était là, sachant que Coq Sportif est une marque française. Macron a plaidé la cause de sachant que française. Coq Sportif est une marque française et que Emmanuel Macron est passé. Oui. Après son entretien avec le président, je crois, le premier endroit où il est parti, vous savez. Le club Noah en France. Au village Yannick Noah. Oui. Sachant que Yannick Noah est l'égérie principal de Coq Sportif et en même temps un des actionnaires de Coq Sportif. Vous voyez, il y a des langues qui disent que le président Et puis quoi? Il est venu au Cameroun. La fille est soustrait 7-4, 7-3. La théorie. Samuel Eto'o ne se laisse pas marcher comme ça. Donc, on comprend mieux, les gars. Il y avait donc urgence d'aller chercher un nouvel équipementier pour les Lions indomptables du Cameroun qui, dans 3 mois seulement, seront engagés du côté du Qatar pour la Coupe du Monde de football. Et il y a déjà des tractations qui se font en coulisses avec, bien sûr, en fin de semaine dernière, un communiqué qui a été signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui nous faisait comprendre qu'il y a une shortlist des équipementiers qui a déjà été dressée. Je ne sais pas trop si vous avez des préférences. Il y a Puma qui est évoqué, il y a Nike, sans toutefois vouloir citer la shortlist au complet, mais clairement aujourd'hui, s'il y avait un équipementier que vous vouliez voir habiller les Lions, il serait lequel en termes de partenariat aussi, parce qu'il faut dire au-delà même des équipements, il y a également le volet financier qu'il ne faut pas négliger, parce qu'un Puma qui vient habiller les Lions, c'est minimum dans le 1 milliard à verser par an. Idem pour un Nike. Je ne sais pas trop si vous avez des préférences dans ce sens-là, avant qu'on ne sorte définitivement de la thématique. Sur le plan pécuniaire, Puma, Nike, Adidas, ce sont des grandes maisons, ce sont des grosses maisons. Donc sur le plan pécuniaire, il n'y a pas de préférence parce que tous peuvent s'aligner sur les mêmes montants. Ouais. Maintenant, sur le plan historique, sur le plan traditionnel, Puma serait le candidat idéal. Ouais. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit Nike par exemple qui fait du beau travail. On voit les designs des maillots Nike. On a vu le design du Nigeria, on a vu ce que ça a donné. Nigeria, l'un des plus beaux maillots du continent. Donc sur le plan du design, vraiment Nike ça sort pas mal. Donc si je vois le Cameroun avec Nike, je ne vais pas me plaindre. Ouais. Maintenant, Puma, sur le plan historique, traditionnel. On a réussi au Cameroun. On sait ce que le maillot Puma a représenté pour le Cameroun. Ah, Patrick, une préférence dans... Oui, je suis d'avis avec Achille. Je vais simplement dire que ma part, ce serait avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il faut dire également que les caisses de la FECAFO ne sont pas également très bons actuellement. Il faudrait que... Surtout que les subventions des clubs ont augmenté, donc voilà. Il faut de l'argent. Voilà, bon... Il faut de l'argent. Oui. Voilà, bon, du coup, moi je crois que Samuel, c'est un bon négociateur avec son aura. Je crois également qu'avec son image, avec son charisme, je crois qu'il va faire bouger les lignes par rapport à cet aspect pécuniaire dont tu évoquais. Et je crois que, par le design, je crois que ce soit pour moi, que ce soit Nike, oui. Les choses vont se faire. Et il faut dire que Nike se devait également d'apporter de bonnes choses en Afrique parce que c'était rare de les voir sur le continent africain. Et comme on a dit, on a toujours cet aspect-là que pour moi, le lion, je ne sais pas même si c'est le lion, mais je crois que s'il revient, c'est une bonne chose. Mais que ce soit Nike, Puma, autre chose, en fait les deux, même Adidas, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? L'aspect pécunier qui m'intéresse beaucoup plus par rapport à ça. C'est l'aspect pécunier qu'il faudra scruter de très près, même si certains préfèrent les équipements qui sont toujours aussi beaux. On pense au maillot de la sélection nationale du Nigeria, un équipementier, Nike qui est de ce côté, qui fait un travail vraiment formidable. De toute façon, nous en saurons plus dans les prochains jours parce que le nom du nouvel équipementier devrait vraisemblablement être dévoilé. On prend une transition pour évoquer la dernière thématique de cet après-midi.
Voilà, nous sommes de retour pour parler de la dernière thématique de cet après-midi. On parle surtout de Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford. Oui, Brentford, effectivement, le club de Première Ligue, qui a donc décidé de rejoindre la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Il a fait toutes ses classes dans les catégories jeunes de l'équipe de France. Il a fait les U17, il a fait les U20, il a même évolué avec les juniors. De ce côté, l'équipe Espoir, comme on a son habitude de l'appeler, du côté de la France. Mais finalement, il s'est rendu compte que voilà, le choix le plus judicieux qu'il pouvait faire à 23 ans était celui de revenir à ses origines, disputer finalement, poursuivre sa carrière internationale avec les Lions indomptables du Cameroun. L'annonce a été faite en fin de semaine dernière par la Fédération camerounaise de football via un communiqué rendu public. Premier jet sur l'arrivée en sélection de Bryan Mbeumo. Forcément, je ne veux pas parler de recrue parce que c'est pas un mercato. Forcément, ça réjouit plus d'un aujourd'hui de savoir que voilà, on va compter un atout offensif supplémentaire dans cet effectif-là. Oui, je suis le premier réjoui. Ouais. Bryan Mbeumo au Cameroun, c'est en fait sur le plan purement sportif, c'est un renfort de choix. C'est un renfort de choix parce que Bryan Mbeumo, c'est un milieu de terrain offensif côté droit qui est polyvalent, qui peut jouer dans l'entrejeu côté gauche, côté droit, ou bien en soutien de l'attaquant. Maintenant, conjugué à cela la cadence sportive des joueurs tels que Bassogor, malgré le fait qu'il a trouvé un nouveau club en Chine, Clinton J. Lui aussi un nouveau club en Turquie. Voilà, qui a aussi un nouveau club en Turquie. Kevin Sony qui n'a pas vraiment montré, montré grand chose en sélection. Voilà, en sélection. Je crois que Bryan, c'est un choix. En fait, c'est un renfort de qualité. Maintenant, un renfort, pour ma part, un peu tardif. Un peu tardif parce que, vous savez, une sélection, c'est pas juste une agglomération de stars, bien de joueurs. Il faut trouver le bon système, il faut trouver la bonne complémentarité. Tout à l'heure, on reviendra sur le système. Je vais vous permettre de placer un mot, mais d'abord sur l'arrivée. On a suivi Achille. Il y a des joueurs tels que Bassogor, Clinton J, Baoken et autres. Ils ont clairement du souci à se faire, d'autant plus qu'ils n'ont pratiquement jamais convaincu dans cette équipe. Si on enlève la CAN 2017 avec Bassogor, pour le reste, ils sont dans le dur avec bien sûr cette arrivée annoncée de Bryan Mbeumo. Ouais, vous êtes terrible. On vous cite, on vous parle de Bryan Mbeumo, oui. On me cite les Bassogor, on me cite les Kevin Sony, on me cite les Kintonji. Ah, c'est les périmés. Ah, c'est les produits périmés. Ouais. Le sport, le football en particulier, ce sont des aspects évolutifs, c'est des aspects statistiques. On ne peut pas parler de Bryan Mbeumo aujourd'hui, on peut parler de Bassogor. C'est 108 matchs, Bryan Mbeumo. Où? En première ligue. Première ligue. 38 matchs. Toute compétition confrontée avec Brentford. C'est pas décisif, c'est 8 buts. Bassogor, je n'ai pas de problème avec eux, Kevin Sony et autres, mais c'est que on dit sélection nationale du Cameroun, personne masculine. Achille a dit tantôt, c'est vraiment tardif. C'est vraiment tardif, mais j'espère qu'il va s'acclimater. Oui. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il a de belles statistiques et il va vite. D'ailleurs, à partir du moment où l'a interpellé, j'espère qu'il va mettre vite sa patte gauche à contribution. Je crois qu'il faudrait simplement que l'on l'accueille bien, quand on dit accueillir bien, on ne lui fasse pas de chantage et que maintenant le système soit adéquat à ses qualités. Et je crois également que même si ces gars sont là, c'est également bien pour que vous avez vu la dernière compétition. À un moment donné, mon gamin était émoussé, très émoussé. Je crois qu'il faut des joueurs qui bousculent.
Parce qu'on a aussi également ce problème-là sur les côtés. Les joueurs comme les Kinton là, ça c'est... En fait, moi, le problème que je relève, c'est que lors de la CAN, on n'a pas eu la profondeur du banc. Oui. Donc, du coup, avec l'arrivée de joueurs comme Bemo, ça nous apporte en fait une autre palette et une profondeur du banc. Parce que sur le couloir, par exemple, Bemo, c'est un joueur de couloir droit. Sur le couloir droit, il y a Mingamale. Donc, oui, je sais, je dis, il est milieu offensif droit qui peut jouer à gauche, qui peut jouer en soutien de l'attaquant. Donc, c'est un joueur polyvalent, mais son poste de formation, c'est le couloir droit. Donc, il y a Mingamale. Il va s'ajouter à Mingamale, ça fait quand même quelque chose. Donc sur le plan à Didi, voilà. Donc pour moi, parce qu'il arrive, je ne te coupe pas, c'est pour te relancer, Achille. Bryan Mbeumo arrive quand même dans un contexte où l'équipe nationale du Cameroun semble avoir trouvé une certaine hiérarchie concernant justement ce secteur offensif. On le sait, le trio aujourd'hui, pour ce qui est de cette équipe du Cameroun, il est composé de Toko Ekambi, Nicolas Brezo-Mingamale et Vincent Boubacar. Quel pourrait être le rôle, ou du moins dans quel système pourrait évoluer un Bryan Mbeumo aujourd'hui? Pour ma part, je pense que lorsque j'ai dit que c'est une arrivée un peu tardive, parce que nous sommes à moins de 3 mois de la compétition et le contexte de la compétition, de cette compétition, ne nous permet pas d'avoir assez de matchs de préparation. Vous voyez, la CAF était obligée de suspendre les matchs de qualification de septembre pour qu'on puisse avoir des matchs amicaux. Donc je crois qu'on n'aura pas assez de temps à trouver dans quel bon système, voilà, dans quel bon système on puisse intégrer Mbeumo, quelles sont ses complémentarités, avec qui peut être complémentaire. On ne peut pas se lancer comme ça là, dire que bon, est-ce que Mingamale va être titulaire devant Mbeumo. Chaque compétition a ses réalités et à chaque compétition on a nos révélations. À la dernière, quand on a eu Rongla qui était pour ma part une révélation. Donc chaque compétition a ses révélations. On peut aller en compétition, commencer avec Mingamale, finir très fort avec Mbeumo, donc et vice versa. Donc là, la hiérarchie, je pense que la hiérarchie est établie, mais Mbeumo, je le dis encore que c'est un joueur, c'est un renfort de qualité. Donc c'est un joueur qui peut venir bousculer cette hiérarchie. Un joueur qui peut bousculer cette hiérarchie, il a une très bonne patte gauche, il a une puissance athlétique et il peut facilement s'imposer dans ce dispositif de Rigobert Song aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Il faut dire qu'il est milieu de couloir droit. Il est gaucher. Il est gaucher. C'est-à-dire que le type de milieu de couloir moderne. Voilà, c'est un profil qu'on avait. En fait, on avait Bassogok, mais il était critiqué par l'efficacité de son pied gauche. Voilà, je crois bien que il est tardif, ce renfort, mais il sera nécessaire. Si bien utilisé, nécessaire. Parce que vous savez bien qu'après la CAN de 2007, où Bassogok sortit meilleur joueur, tous ces dribbles sur le côté ne passaient plus. Hugo Broos l'avait dit, voilà, c'est-à-dire qu'il avait un seul dribble. Hugo Broos l'a dit à l'époque, on s'est moqué de lui. Et vous savez bien que Mbeumo qui vient, c'est un gars qui va vite. Il est puissant, il a une belle frappe. Il a une puissance de frappe. Bon, maintenant, parler de hiérarchie, c'est le thème qui doit persister en football. Parce que le monde évolue. Aujourd'hui, quand vous parlez, vous voyez un peu que ça dans mon dos. On joue plus le nom. On ne doit même plus jouer le nom. Et disons les choses vraies, Achille, ne nous cachons pas les choses. Quand on regarde le trio du Cameroun, le triangle, Aboubacar, Vincent, sur les côtés, la personne qui est faillible actuellement ici, c'est Mingamale. Parce que, il était amondi par une blessure. Donc le Kambi, c'est no comment. C'est no comment, on le sait. No comment, ça ne dit pas pour lui-même. Bon, je sais. C'est le meilleur sur le plan offensif. Ça, je ne pas que c'est no comment. Là-bas, on ne touche pas, c'est no comment. Aboubacar, bon, c'est le charisme que, bon, le capitaine, c'est un peu ça. Et c'est que aussi les petits comme les Ganago ont dessus, les Burkins ont dessus. Mais je dis bien qu'actuellement, à part si Mingamale. S'il avait un élément à faire bouger, ça serait. C'est Mingamale. Mais je crois bien que Mingamale, sur ses beaux jours, il est aussi no comment. Mais je dis qu'actuellement, la personne qui est perméable à l'heure-ci, c'est Mingamale. Je crois bien qu'il va travailler. Il va travailler. Je crois que c'est un renfort qui va travailler, qui va faire le check-up dans la tête de ces gars-là. Et on en veut d'autres. On en veut d'autres pour renforcer. Mais je vais révéler un aspect qui m'a déplu lors de la CAN.
j'ai pas aimé la convocation inutile pour la convocation la compétition. Non, pour Ebossé. Oui, là, je ne voudrais pas qu'on l'amène à la Coupe du Monde et qu'il ne joue pas. Ça serait inutile. Si on veut seulement l'amener pour prendre la nationalité, ça serait parce que Ebossé a plusieurs fois été convoqué, mais il n'a jamais disputé la moindre minute avec le Cameroun. Et il a signé récemment à l'Udinese en Serie A italienne. On espère qu'il retrouvera du temps de jeu de ce côté. Achille. Moi, ma plus grande crainte sur l'arrivée de Mbeumo, c'est au niveau de l'intégration dans le groupe. Au niveau de l'intégration. Parce que comment il sera accueilli, comment il sera vu par le groupe qui a qualifié les Lions pour la Coupe du Monde. Parce que ces dernières compétitions, dans les dernières Coupes du Monde, quand le Cameroun a participé, on a eu ce problème. Les gars qui ont qualifié, on a suivi Emana dans une chaîne étrangère. Il passait dans une émission vestiaire. Voilà, vestiaire. Où tu sentais le mal-être, voilà, la frustration du joueur. On a qualifié l'équipe, l'équipe était en danger, on nous a appelés, on s'est mobilisé, on a qualifié l'équipe. On a encore qualifié l'équipe. On est en phase finale. Oui, ça on dit qu'il y a Choupo-Moting qui est Cameroun, son papa était Camerounais, il revient. Il y a Matip qui est là-bas, ça a frustré les autres. Et le groupe qui était là, le Nord qui était là, chacun a commencé à se voir en danger. Est-ce qu'il va venir prendre ma place? Il ne va pas venir prendre ma place. Est-ce que les choses seront différentes cette fois? Maintenant, le groupe n'avait pas accepté ces binationaux. Donc, j'ose croire que le président de l'Africa Foot, le sélectionneur national, oui, ont été dans cette équipe-là. Ils ont vécu cela. J'ose croire qu'ils vont faire des choses bien pour que ceux qui peuvent nous apporter quelque chose soient bien accueillis dans cette équipe. Qu'est-ce qui a pesé sur le choix de Mbeumo? Qu'est-ce qui a pesé aujourd'hui pour lui? Parce que certains s'amusent à dire oui. Il a dit oui parce que au bout, il y a cette Coupe du Monde au mois de novembre au Qatar. Est-ce que vous êtes du même avis, Patrick? Mais je crois que non, il faut pas lui faire le procès qu'il vise la Coupe du Monde. C'est normal, c'est un compétiteur. Et c'est un grand compétiteur, il doit être dans les grands rendez-vous. Je crois qu'il ne pouvait pas refuser la sélection camerounaise parce que quand tu as Samuel Eto'o en face, tu as Rigobert en face, c'est Jésus sur terre avec ses apôtres. Et il faut dire que l'acclimatation, a dit Achille, pourrait être un problème. Mais le discours tenu lors du dernier match, c'est un discours que... Le discours de Samuel Eto'o. Voilà, du président d'Africa Foot. C'est un discours qui fait déjà bouger la tête des gars, même avant que c'est arrivé. Personne n'a sa place à celui dans cette... Et contrairement à l'époque des Mana, parce qu'il faut également dire, j'ai suivi une émission sur une chaîne concurrente du côté de Yaoundé. Il y a Mohamed, par exemple, à son époque, n'allait pas dans les stades. Ouais, c'est vrai. Samuel est au four au moulin avec ses garçons. Il a été footballeur, capitaine. Il a été au cœur de cette tourmente-là, de cette frustration-là. Et ça va déplaire. On sait, avec la nationale, il y a des clans, il y a des clivages. Et ceux qui sont les leaders de cette équipe-là se doivent se mettre au pas. Comme on dit, hein? Ils doivent se mettre au pas, de peur de perdre leur place. Parce que on n'est plus à une époque où on va dire titre foncier. Parce que même ceux qui disent ils n'ont pas fait grande carrière. Contrairement au Samuel, il joue à Barcelone. Jérémy joue au Real. Hein? À Chelsea et autres. Quand tu vois Zambouangui, ça, il est certain leader. Mais il a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Il n'a pas une ossature internationale qu'on va dire qu'il peut faire craindre. Samuel prend le bic, Samuel dit prends comme ça, il fait. Bon, c'est ce que je voulais simplement dire. Bon, bienvenue et mets-toi au travail. Ne te dis pas que tu es là pour faire des choses, puis dire que non, tu es Brian Bemo de l'Angleterre. Mais certains disent aussi également qu'il était barré par la concurrence en France. Sauf que le secteur offensif était bien garni et forcément il doit être la place. Modulaire, même un peu Achille. Il faut dire également, il y a cet aspect-ci. Le seul Africain d'origine qui peut intégrer l'équipe de France actuellement, quand on regarde statistique,
C'est le jeune Camerounais qui a signé à Paris, Ekiteke. Hugo Ekitike. Tous ces gens-là, tous ces Algériens-là, ils savent que sur le plan offensif, qui jouent sur le plan offensif en France, qui sont des binationaux, savent que les places à l'équipe de France est à 10% encore possible. Henri Delors qui ont refusé les élections algériennes là. Ils vont se mettre au pas. La Coupe du Monde, vous allez voir. Beaucoup de gars vont se raviser. Delors, lui, il avait dit oui, même s'il s'est retiré avec ils vont se raviser. Oui. Mais ils vont se faire des tas pour beaucoup. Oui. Un peu, il y aura un peu de rattrapage comme pour le mot. Okay. La concurrence à l'équipe de France a joué hier forcément pour quelque chose. Bien sûr. À l'équipe de France, Mbeumo, il a 23 ans déjà. Oui. Il a 23 ans. Donc je crois que si Mbeumo, le choix du Cameroun, c'est pour ma part, je pense que c'est un choix par défaut. Et c'est ce qui me fait un peu peur parce que généralement, lorsque les binationaux là, quand ils font le choix par défaut, quand ils arrivent au Cameroun, ils se disent que le simple fait qu'ils soient binationaux, il a sa place assurée, il ne va pas peut-être faire les efforts. Je crois que Brian n'est pas dans cette optique-là. Maintenant, pour le choix, c'est vraiment un choix par défaut parce qu'en France, Brian est un joueur de couloir. Les couloirs en France, on connaît. La magie. On connaît. Yeah. Sur son côté, il y a deux monstres. Ousmane Dembélé, Kingsley Coman. Et ils sont jeunes. Qui ne sont même pas titulaires. Ils sont jeunes. Qui ne sont pas titulaires. Il a 23 ans, il a 23 ans, ils ont 25 ans. Donc ils sont jeunes. Les gars sont jeunes. En plus d'eux, il y en a d'autres. Il y a d'autres derrière. Ouais. Donc je pense que même si Brian était resté jusqu'à ses 29 ans, 30 ans, je ne suis pas sûr que Brian aurait été appelé en équipe de France. Ouais. Donc pour ma part, ça reste un choix par défaut. Mais qui doit forcément l'interpeller pour qu'il se donne à fond avec les Lions aux étoiles du Cameroun. Maintenant, oui, pour sortir définitivement, on doit clôturer les un autre élément, j'espère que Brian ne va pas nous faire la Kevin Boateng. Kevin Prince-Boateng. Avec le Ghana. Oui, qui a joué 2 Coupes du Monde avec le Ghana, mais qui n'a jamais participé à une CAN, qui n'est jamais venu lors des qualifications. Oui. Donc lui, il venait seulement quand il y a la CAN, quand il y a la Coupe du Monde, parce que c'est une grande vitrine. J'espère qu'il ne va pas nous faire la Kevin Prince-Boateng avec le Ghana. Merci à vous. C'est sur ce que nous mettons donc un terme à cette nouvelle production de la semaine. Merci Patrick d'être passé par ici. Merci Baudelaire pour cette invitation. Merci à Achille d'avoir partagé un bon moment avec toi. On espère que la prochaine fois, on va s'améliorer pour pouvoir donner la superficie à nos téléspectateurs. Achille, comme d'habitude. C'est toujours ça. C'est un plaisir d'être là. Et je suis fier de rencontrer Patrick. Je ne le connaissais pas, donc je le découvre vraiment. Félicitations et bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir chaleureux à nos téléspectateurs. Abolo assuré à la réalisation de ce programme. Merci à vous d'avoir été nombreux. On se donne rendez-vous lundi prochain. Les programmes se poursuivent néanmoins sur For You Télévision avec tout à l'heure à partir de 18h la session d'information en langue anglaise et à 18h30 Foot Dédi s'installera pour le point sur l'actualité.